Our next distinguished speaker, Elias Sambar, is currently the Palestinian ambassador to UNESCO, but he is also a Palestinian historian, a poet, essayist, and has taught in Lebanon and I think international law also in Princeton and in Paris. Mr. Excellency, you have the floor. Bonjour et merci d'être là. Le thème qui nous a été alloué et sur lequel nous sommes supposés intervenir est un thème extrêmement vaste, puisqu'il s'agit de la radicalisation, l'extrémisme violent, qui vont de pair avec des actes de destruction du patrimoine culturel et qui mettent en danger la diversité des expressions culturelles et des valeurs universelles. Le temps qui nous est alloué n'est pas suffisant pour aborder cette question qui est complexe, qui est passionnante également, parce que je pense qu'elle dit beaucoup plus que la question du patrimoine, elle dit la question des civilisations, et elle exprime également une période que nous sommes en train de vivre, une période de bouleversement qui n'est pas simplement une nouvelle conjoncture, mais qui est fondamentalement, à mes yeux, un profond changement du paysage du monde. Et donc nous sommes là dans un des effets de ce changement des temps, et non pas du temps. C'est un changement des temps auquel nous sommes en train d'assister, et c'est pour cela que les phénomènes, les manifestations que nous voyons concrètement sur le terrain doivent être analysées avec toute la complexité qu'elles contiennent. J'ai été aidé un peu par l'intervention de mon très grand ami Metin Arditi, car sans que nous en ayons parlé par avance, il m'a un peu déblayé le terrain, car je me pose et me place exactement dans la prolongation de ce que vous avez entendu. Je voudrais également dire que, vu la complexité du sujet, vu sa richesse et l'inquiétude qu'il peut susciter, je ne peux aujourd'hui faire une analyse exhaustive, ça vous l'avez compris, mais je voudrais simplement, et de façon très modeste, vous proposer un certain nombre d'éclairages, un certain nombre de clés de lecture, et non pas simplement une description de ce à quoi ce paysage dévasté auquel nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Car c'est vrai qu'il faut condamner, c'est vrai qu'il faut se battre contre ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux, mais il faut également expliquer. Et il faut non pas expliquer pour justifier, mais expliquer pour précisément trouver les véritables solutions. Nous pouvons dire que ce qui se passe est aujourd'hui l'expression d'un communautarisme déchaîné, qu'il s'agit d'extrémisme, qu'il s'agit de manque de culture, de barbarie. Le terme, je pense, est tout à fait adéquat. Ça ne résout pas les choses et surtout, ça ne nous permet pas de déterminer les modes concrets d'action. Une des clés, à mes yeux, qui est fondamentale pour comprendre ce qui se passe, en allant au-delà, en allant un peu plus loin que les éléments conjoncturels, guerre civile, invasion de l'Irak qui a été une destruction massive, on n'en parle pas assez malheureusement. Quand je pense à toutes les bases d'hélicoptères qui étaient placées aux environs très proches des sites archéologiques irakiens, notamment des ziggourats, et qui à chaque mouvement de rotor envoyaient dans l'air quelques briques, tout cela aujourd'hui est passé comme si rien ne s'était passé. Il y a eu un moment déclencheur de cette folie. Ça n'est pas la cause. Le terrain était déjà là, il ne faut pas toujours penser que les désastres nous viennent de l'extérieur. Par contre, aujourd'hui, s'il y a une chose, à mes yeux, sur laquelle il faut insister, c'est que nous sommes en train d'assister à une guerre planétaire entre des cultures. Les cultures se sont toujours un peu confrontées, et c'est bien, ça peut être une richesse, mais entre des cultures qui pensent. C'est cela qu'a eu lieu le dévoiement, la perversion de la chose, qui pensent chacune détenir une vérité absolue. Et quand vous détenez une vérité absolue, il n'y a pas de place pour les vérités des autres.
La question de l'absolutisme dans la perception, la notion même de la vérité est une catastrophe. Cette notion de vérité absolue a fait le lit de tous les totalitarismes, quels qu'ils soient. Donc nous ne sommes pas dans une guerre, contrairement aux apparences, dans une guerre des dogmes, entre à quoi croient les musulmans, à quoi croient les juifs, à quoi croient les chrétiens, à qui croient les bouddhistes. Non. Là, nous sommes, quand nous disons à qui croit-il, en quoi croit-il, nous sommes dans l'expression du langage. Comment manifeste-t-il cette croyance? Mais certains croient qu'ils détiennent des vérités absolues et qu'à ce titre, c'est là la clé fondamentale. Il faut faire table rase de tout ce qui ne relève pas de ces mêmes vérités absolues. Les destructions ne sont pas des destructions culturelles, à savoir que tout d'un coup, Daesh n'aime pas les Nabatéens, et que parce qu'il n'aime pas les Nabatéens, il a décidé de raser Palmyre. Daesh veut faire table rase de tout ce qui ne relève pas de sa vision des choses. Et toutes les conquêtes, hélas, toutes les conquêtes, et Daesh a dans sa tête l'idée qu'il mène une conquête, qu'on l'apprécie ou pas, qu'on la condamne ou pas, la question n'est pas là. Toutes les conquêtes ont mené à divers degrés, à divers échelons, ce même type de destruction. Par qu'elles pensaient, pour la plupart d'entre elles, pour ne pas dire toutes, garder quand même un peu de relativité dans les choses, qu'elles détenaient des vérités absolues. La deuxième chose, qui, elle, est du côté de ceux qui vivent sur les territoires où se déroulent ces destructions. La deuxième clé à mes yeux. Daesh n'est pas un mouvement venu de Suède ou du Pakistan ou de je ne sais où. Ce sont les enfants du lieu. Et la question gravissime qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que des enfants d'un lieu détruisent leur propre lieu? Quel est ce rapport à soi et non plus aux autres? L'héritage syrien a été détruit par des extrémistes syriens. Comment peut-on accepter et comment peut-on surtout expliquer cette autodestruction, cette automutilation? Ce sont des mouvements qui sont dans l'automutilation. Daesh, quand il rase, ou les autres, ou d'autres groupes, ne rasent pas les sites pour dire, il dit aussi, à l'Occident, vous allez voir ce que vous allez voir. Il n'y a plus de Nabatéens, ni en France, ni à Londres, ni à Washington, quand on va détruire les temples à Palmyre. Daesh est en train de mutiler son propre territoire, c'est-à-dire son propre patrimoine. Car souvent, nous pensons, de façon un peu mécanique, que les destructions sont toujours le fait d'acteurs étrangers. Ce n'est pas vrai. C'est vrai dans le cas où il y a des conquêtes étrangères. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à des destructions qui sont faites par les enfants même des terres sur lesquelles se déroulent ces destructions. C'est pour cela qu'une des premières réponses à faire à cela, une des premières, c'est de recommencer à travailler sur l'idée que nous sommes non pas simplement cultivés ou que nous devrions être cultivés ou que nous devrions, tout cela est bon, ouvert. Le premier travail doit être fait pour dire à chacun qu'il est le dépositaire de tout ce qui s'est passé chez lui. Tout ce qui s'est passé chez lui lui appartient. Et je le dis en tant que Palestinien parce que nous sommes à la croisée de ce type de réalité. Moi qui suis un Palestinien laïque, je considère que le judaïsme, le christianisme, je les donne dans l'ordre, et l'islam m'appartiennent. Ce n'est pas une question de tolérance, ils m'appartiennent, j'en suis un des réceptacles. C'est moi qu'ils habitent. Et ils habitent parce qu'ils viennent, sont nés chez moi, dans mon lieu, dans mon espace. C'est cela qui doit être une des clés, à mon avis, de l'éducation dont parlait Métine. Dire ce qui est chez vous est à vous. Ce n'est pas aux autres, il est à vous. Vous le partagez, bien entendu, avec le monde. C'est le cas pour les trois monothéismes. Mais vous en êtes les dépositaires, vous en êtes les réceptacles. Ils vous habitent. Et cela est fondamental. Je vais vous donner deux exemples. L'un qui date du 19e siècle en Palestine, l'autre qui date d'il y a 2 semaines. Vous savez, à la fin du 19e siècle, les Anglais, avec quand même des visées
pas très innocente, avait envoyé un très grand corps de généraux géographes qui étaient chargés de dresser les premières cartes modernes de la Palestine. Cette fondation s'appelait le Palestine Exploration Fund. Ils ont fait un travail exceptionnel sur le plan de la cartographie, mais ils ont fait des inventaires. L'un des inventaires les plus intéressants, c'est qu'ils ont recensé 857 lieux de culte. 857 lieux. Quand vous savez la surface de la Palestine, vous voyez la concentration. La Palestine est un très très petit pays. 857 lieux qui étaient des lieux de vénération communs, qui avaient commencé par être juifs, qui étaient devenus chrétiens, qui avaient fini en lieu de vénération musulmane. Voilà un exemple de ce que je exprimais en disant « nous sommes le réceptacle ». Le deuxième exemple date d'il y a 2 semaines, et je crois qu'il est exceptionnel. Aujourd'hui, il prend une résonance incroyable. Vous savez que le Parlement israélien est en train de discuter un projet de loi visant à interdire aux cheikhs dans les mosquées de faire les appels à la prière. Eh bien, en Palestine, ce sont les prêtres, il y a 2 semaines, qui ont lancé les appels à la prière dans les églises, les appels à la prière musulmane. Ce n'est pas que les prêtres sont musulmans en Palestine ou que les cheikhs sont chrétiens, pas du tout. Chacun sait qui il est. Mais chacun sait que tout ce qui se passe là est à lui. Et j'espère qu'un jour, il y aura également la même chose vis-à-vis de la religion juive, du fait de l'éloignement qui est né, hélas, du fait du conflit. Pour avancer encore un peu, sur la question donc de l'éducation, et j'en finirai par là avec un peu ce qu'a dit Métine. Quel contenu donner à cette éducation ? Fondamentalement, il faut aller à l'éducation. Il faut expliquer, il faut dire voilà ce qui est à toi, voilà ce que tu dois échanger, mais non pas renier, même si aujourd'hui tu n'es pas dans cette religion ou cette idéologie ou cette adhésion. Eh bien, il y a des principes quand même qui doivent un peu gérer, réguler le contenu de cette éducation. Le premier, je crois, est qu'il faut bien expliquer. Quelles que soient, toutes les cultures ne sont pas égales, il ne faut pas être naïf. Toutes les cultures n'ont pas le même âge, toutes les cultures n'ont pas le même type d'approche des choses. Mais il faut quand même dire, en entrant et en prenant en compte toute cette diversité, qu'il faut complètement bannir, rejeter, ne pas accepter l'idée qu'il y ait des échelles entre les cultures, c'est-à-dire des cultures qui seraient plus importantes que d'autres. Les cultures doivent être importantes chacune en elles-mêmes, pas parce qu'elles sont supérieures aux cultures d'autres pays ou d'autres peuples. Donc l'idée de l'échelle des cultures doit être cassée pour précisément arriver à convaincre ceux à qui on a dit depuis des siècles que leur culture est une culture mineure, subalterne, secondaire, accepte l'idée même de s'ouvrir à cette diversité. Découlant de cette première idée, l'idée de l'égalité est fondamentale. Il faut se battre à tous les niveaux sur cette question de l'égalité. Et là encore, elle déborde, mais alors elle déborde de très loin. La question est des sites du patrimoine et de la conjoncture actuelle. La question de l'égalité, nous sommes dans des échanges entre égaux, même si nos situations sont inégales. La question de l'inégalité entre les partenaires ne doit pas briser le fait que les partenaires sont égaux, parce qu'ils relèvent d'une même humanité. Et la troisième socle, je crois, de cette éducation doit être la question de la pluralité. Personne au monde, malgré tout ce que les gens se racontent, hélas, n'est fait d'une seule chose. Nous sommes des êtres pluriels. Nos cultures sont plurielles, nos identités sont plurielles. Nous relevons tous de beaucoup de choses. Et heureusement, c'est notre richesse, cette pluralité. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes dissous dans tout ce que nous rencontrons, pas du tout. Par contre,
nous intégrons ce que nous rencontrons, nous sommes ce que nous devenons. Et là, il faudrait peut-être commencer à casser l'idée des racines et des origines. C'est pas facile, parce que l'idée des racines et des origines est très réconfortante. Elle donne confiance à des gens qui ont peur d'être dissous, de se perdre au contact de gens qui leur sont différents. Il faut commencer, et j'en terminerai par là, et bon, c'est un de mes principaux sujets de travail, à expliquer et à se battre concrètement pour dire, avec tout le respect pour nos patrimoines, à bien expliquer que nos racines sont devant nous et pas derrière, et que nous sommes ce que nous devenons. Quand on aura intégré cela, nous aurons fait le choix de la vie et non plus celui de la disparition avec la folie à laquelle nous sommes en train d'assister. Merci.